Merci. Je vais me tourner vers nos deux derniers collègues, mais je vais leur demander vraiment de poser des questions très rapidement, comme ça on pourra libérer à 13 h la Première ministre, M. Delogu et Mme Agresti-Roubache. Alors, juste, je m'excuse, mais je suis le seul ici présent qui était taxi avant d'être député. Donc, il se peut que je ne sois pas très rapide, parce que j'ai quand même des choses à dire. Permettez-moi déjà Monsieur de Delogu, rebondir. si ça avait été le cas, vous auriez pu venir ne serait-ce qu'une seule audition avant celle-ci, ça n'a jamais été le cas, donc je vais vous demander là d'être bref et de respecter les règles du président. Oui, je comprends très bien, monsieur, mais à Marseille, il y a des homicides tous les jours. Et donc, du coup, j'ai besoin aussi de relater d'autres faits qui sont importants pour moi en tant que député. Mais ne vous inquiétez pas, je ne suis pas là pour vous embêter. Je rebondis tout de suite sur le mot choc que vous avez dit, Madame la Première ministre, sur l'arrivée des VTC. Ce n'a pas été un choc, mais c'est du fait de votre ingérence, ça a mené à des suicides de taxis, des familles qui ont été décimées et précarisées et endettées. Donc, mesurez vos mots, s'il vous plaît. Je voulais juste vous dire que l'arrivée d'Uber, moi j'ai été au premier rang. Pendant 10 ans, j'ai vécu de cette activité difficilement, Madame la Première ministre. Du jour au lendemain, j'ai vu arriver sur le marché un géant capitaliste avec une force de frappe terrible. Ces chauffeurs n'avaient pas les mêmes contraintes. Monsieur Delogu, je suis désolé, je vous ai demandé de poser une question. Encore une fois, mais je comprends, vous êtes désolé, mais en fait, depuis tout à l'heure, j'ai laissé la parole à la rapporteure, j'ai laissé la parole à tous vos collègues. Je vous demande de respecter vos collègues ou la Première ministre, sinon je laisse la parole en fait, monsieur, mon mandat de député aujourd'hui est hyper important pour moi en tant qu'ancien chauffeur de taxi. Mais je le comprends, mais vos questions qui aujourd'hui amènent à allonger le débat pour justement que moi je ne puisse pas prendre la parole. Je ne suis pas en train de dire... Laissez-moi juste prendre la parole, s'il vous plaît. Je suis un ancien chauffeur taxi. On est dans une commission d'enquête Uber File, Madame la Présidente. Et alors, je n'ai pas le droit de m'exprimer. Mais justement, je suis un député taxi et je pense que j'ai besoin de parler. Mais c'est pas grave, je vous connais, à chaque fois que je prends la parole, j'ai droit à ce genre de choses. Mais ne vous inquiétez pas, je reste dans ma ligne. Enfin, ces chauffeurs n'avaient pas les mêmes contraintes, ne payaient pas de cotisations, cassaient les prix des courses. Bref, la concurrence était totalement inéquitable et complètement déloyale. À Marseille, face à cette plateforme qui mettait en danger notre situation de taxi, j'ai pris part à la grève. Et croyez-moi, ce moment était particulièrement tendu et difficile. Malgré l'arrivée d'un concurrent totalement déloyal, on trouve un accord grâce à notre mobilisation qui a, comme toute mobilisation, un coût énorme pour nous. Et du jour au lendemain, on l'a vu, on a senti la trahison et l'accord qui a été cassé par un deuxième arrêté. Alors à l'époque, on n'avait pas de certitude que ça venait du ministère de l'économie d'Emmanuel Macron. Pourtant, je le sentais, et l'été dernier, quand on a eu la révélation des Uber Files dans la presse, on a compris qu'on avait raison. Tout le monde nous avait traités de complotistes à l'époque. On avait sali nos noms, sali nos familles, sali notre corporation, mais on avait raison. Donc non seulement la concurrence entre Uber et les taxis était complètement inégale, mais en plus Uber avait un commis d'office qui était secrétaire général de l'Élysée, puis ministre de l'économie et aujourd'hui président de la République. Et cette personne a choisi de défendre les intérêts d'actionnaires d'un grand groupe américain qui ne paie quasiment pas d'impôts en France grâce à des pratiques fiscales immorales. J'ai bientôt fini, monsieur. J'ai mes questions qui sont là. Ça y est. Alors allez-y, posez vos questions, s'il vous plaît. Oui, on puisse laisser d'ailleurs la possibilité à la Première ministre de vous répondre. D'accord. Ok, je vais vous écouter. Comme ça, au moins, vous n'entendrez pas l'histoire d'un député qui a été taxi et qui a des choses à dire dans cette commission. On a fait 67 auditions auxquelles vous n'avez pas participé. On aurait pu vous entendre à nombreuses reprises. Je respecte le fait quelle a été votre participation à Marseille quand il y a eu des homicides, monsieur? Aucun. Moi, j'y étais. J'étais tous les jours dans la rue. Mais c'est pareil. Vous mettez en concurrence des choses idiotes. Bon, bref, de toute façon, je vois très bien à qui j'ai affaire. Vous avez le micro, Madame la Présidente? Non. Donc laissez-moi parler, s'il vous plaît. C'est moi qui ai la parole ici. Je suis un parlementaire tout comme vous, s'il vous plaît. Putain, mais c'est incroyable quand même. Oh. Non, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois, vous souhaitez que ça déborde. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Je suis un parlementaire français. J'ai le droit d'avoir la parole en tant qu'ancien taxi. C'est simple quand même. Pardonnez-moi, Madame la Première ministre, de prendre votre temps. Mais pour moi, c'est le plus important dans ma vie. Mes parents, ils sont tous taxis, j'en ai besoin. Monsieur le député, je répondrai avec plaisir. Merci beaucoup, Madame la Première ministre.
Bon, je vais passer directement aux questions, comme ça au moins ça sera plus rapide et je m'excuse de ces débordements de vos collègues. Madame la Première ministre, cette situation qui a été mise en place par le soutien sans faille de Macron à Uber, comment l'avez-vous combattue lorsque vous étiez ministre des Transports? Ça, c'est ma première question. Qu'est-ce que vous avez fait pour répondre à cette catastrophe sociale? Comment expliquez-vous que vos collègues de la majorité présidentielle au Parlement européen se sont prononcés pour une directive qui porte à une présomption de salariat réfragable sans critères alors que le gouvernement s'y oppose? Pouvez-vous me confirmer que les travailleurs considérés comme des faux indépendants par la Commission européenne doivent rester, selon vous, sous statut d'indépendants? Voilà mes questions. Merci, Monsieur Delogu. Madame Agresti-Roubache, la courtoisie de céder son temps. Je vais laisser la parole à la Première ministre. Je ne sais pas, monsieur le député, si vous avez écouté le début de l'audition, parce que je crois avoir essayé de répondre à vos questions. Je ne pense pas que ce soit le cadre de vous répondre sur tous les propos que vous avez tenus, que naturellement je ne partage pas. Je veux juste vous signaler que je n'étais pas aux responsabilités en 2011. Ensuite, je vous redis que dans mes différentes fonctions, pour le coup, qui démarrent en 2017 et non pas en 2011, j'ai œuvré pour mettre en place une régulation dans le domaine des plateformes de mobilité. Je ne vais pas vous redécliner ce qu'on a imposé comme règle. Je crois que je viens de l'expliquer. Ensuite, s'agissant de la directive européenne, je peux vous redire, j'espère que cette fois-ci, vous aurez l'occasion d'entendre ce que je dis, que nous partons de l'idée qu'il y a plusieurs situations qui peuvent exister, des situations dans lesquelles on a des faux indépendants parce qu'il y a un lien de subordination, que dans le droit français, la jurisprudence est claire sur ce qui conduit à requalifier une relation supposée commerciale en relation de travail, toute une jurisprudence sur le sujet, et on est tout à fait intéressé que la directive européenne puisse créer au niveau de l'ensemble des États membres des critères qui permettent, sans ambiguïté ou facilement, de requalifier une relation commerciale en relation de salariat quand c'est le cas. On pense que c'est une démarche qui est importante, qui ne doit pas nous dispenser, pour les situations dans lesquelles des travailleurs font le choix d'être des travailleurs indépendants et que la relation respecte ce statut de travailleur indépendant, ça ne doit pas nous dispenser de créer des droits sociaux pour les travailleurs. Ça a été ma ligne depuis 2017, c'est celle que je continue à porter. Il y a place pour différents modèles. Quand on est dans un modèle qui affiche qu'on est travailleur indépendant, il faut s'assurer que c'est réellement le cas. Donc il n'y a pas des liens de subordination qui viendraient contrevenir à ce principe de travail indépendant, mais ça doit néanmoins s'accompagner de la construction de droits sociaux de protection pour les travailleurs concernés. Et je pense que c'est le chemin qui a été engagé. Les 5 accords qui ont été conclus en 7 mois permettent de conforter les droits sociaux de ces travailleurs indépendants, et je pense qu'il faut continuer dans ce sens. Madame la Première ministre, je vous remercie de votre disponibilité pour répondre aux questions de notre commission d'enquête avec précision. Aujourd'hui, je précise que si certains de nos collègues ont des questions supplémentaires, d'autant que certains n'ont pas pu poser leurs questions, nous pourrons vous les transmettre et on aura peut-être d'ailleurs des demandes de documents. Mais dans l'intervalle, je vous remercie énormément de votre présence et je vous souhaite une excellente journée.